Est-ce que Guillaume, tu pourrais me raconter un petit peu aussi à quel moment tu t'es dit que peut-être c'était la fin de ton analyse ou que peut-être tu avais envie d'un ailleurs, peut-être que ce cadre ne te correspondait plus. En tout cas, déjà, comment psychiquement tu t'es dit, faudrait que ça se termine, tu vois? Le gouvernement annonce un confinement strict en mars 2020. 19 ? Mars 2019. Je me souviens que l'annonce gouvernementale, il y avait des rumeurs. Je me rappelle vraiment, c'était très angoissant. J'avais peur, je me sentais extrêmement seul. J'habitais à ce moment-là seul. J'étais dans une relation romantique complètement mauvaise pour moi et j'étais en train de me rendre compte, mais du coup j'étais très insécurisé par cette autre personne, donc j'étais pas bien et puis il y avait cette histoire de Covid et tout, et j'étais vraiment inquiet, j'avais peur. Notre séance est le lundi avec mon analyste et juste alors c'est le matin, alors je crois que c'est le dimanche soir qu'ils disent à partir de mardi, vous avez plus le droit de sortir de chez vous. Et c'était le premier confinement ultra bourrin et tout, enfin très strict. On fait une séance et juste après la séance, vraiment 10 minutes après, mon frère me dit, on part se réfugier dans une maison. Est-ce que tu veux venir ? Mon frère, sa femme et leurs 3 enfants. Et je décide d'y aller. Et j'ai envoyé un texto à mon analyste qui ne m'a jamais répondu. Je lui ai dit... j'en avais parlé en séance. J'avais dit, alors c'est ça, mon souvenir me revient. En gros, je me disais, oh là là, le traquenard, je sais pas combien de temps je vais vivre avec la famille de mon frère. Et du coup, mon frère aîné. Et en fait, moi, j'étais à ce moment-là encore le dernier. Donc aujourd'hui j'ai 35 ans, voilà, c'était il y a... Mais du coup, t'es dans une maison avec des enfants où du coup, tu ne choisis aucune des règles et je l'observais, t'es plus adulte, quoi. En tout cas, entre nous, il n'y avait pas un espace où on était du coup 3 adultes et 3 enfants. Et moi, j'avais une voix. On était plutôt dans l'habitude, en fait, je redeviens un peu enfant. Et donc, je m'inquiétais vraiment de ça. Et à la fois, d'être dans mon appartement parisien tout seul, j'étais très angoissé. Je décide d'y aller. Mon analyste ne m'a jamais répondu. Et donc, je pourrais raconter 2 histoires. Ouais, je trouve ça pas cool. En gros, j'ai trouvé ça pas cool. J'étais là, non mais en fait... Est-ce que tu lui dis quoi dans ce texto ? Je pourrais presque le retrouver si tu veux que je te le lise, mais et du coup, je vais te raconter ce que je me souviens et après, je serais curieux qu'on fasse pause et que j'aille te le lire. Je lui ai dit, je décide d'aller dans cette maison et donc je vous tiens au courant quand je reviens sur Paris pour continuer les séances. Donc, tu décides de mettre pause. Ouais. Aux séances. Oui. Et je pense qu'il y a une part de moi un peu enfantine qui était là, mais valide ma décision. Et là, désolé, mais je fais pas une pause au hasard, je fais une pause, les temps sont impressionnants, enfin, je suis en train de choisir le mieux pour moi, valide ce mieux pour moi. Il ne l'a pas fait. Et après, en vrai, l'autre histoire que je peux raconter, c'est que, moi, ça m'allait très bien qu'ils répondent pas. En fait, j'étais en train de tester une mise à distance, et en gros, j'étais là, peut-être qu'il l'a pas reçu, peut-être qu'il a pas répondu, peut-être qu'il a oublié de répondre, et quoi qu'il arrive, j'ai pas envie de le relancer, j'ai pas besoin ni envie d'être en communication avec lui, j'ai pris une bonne décision, et en fait, peu me chaud, pas tout à fait bien sûr, mais tu vois. Le confinement se passe, et alors, toute ma fratrie se réunit dans cette maison. Et on se retrouve 20 ans plus tard, tous réunis dans cette maison, avec la chance que tout le monde est là, mes 2 parents, mon frère, sa femme et ses 3 enfants, ma sœur et ses 2 enfants, et moi-même. Et j'ai l'impression, là tout change, tout se transforme. Alors,
sans rentrer dans des détails, je vais faire attention à pas divulguer des choses qui m'appartiennent pas totalement, mais mes parents n'ont pas été là au début du confinement, et donc au début du confinement, on était dans cette maison avec mon frère, ma belle-sœur, les 3 enfants et moi-même seulement. Et on arrive, mais je crois pas mal poussé par moi, à installer des règles. Donc par exemple, je dis moi je vous propose que avant c'était beaucoup ma belle-sœur qui faisait à manger. Mon frère travaillait, donc il était pas là. Donc il y avait des habitudes quoi. Et moi j'étais là, j'avais pas envie d'être un enfant, donc j'étais là, moi je propose de participer au repas bien entendu. Mais même en fait, on va diviser par 3. Je sais pas, vous en pensez quoi? C'est pas très sympa de ma part, mais là j'ai fait un petit clin d'œil à mon frère qui écoute ce podcast en plus. Il nous a fallu quand même lui prouver que c'était possible de faire des steaks hachés épinards surgelés et que ça prenait pas plus de 15 minutes, que c'était faisable. Et je taquinais tout. Non, ça a été super, tu vois. Moi, j'ai trouvé une façon de m'exprimer en étant assez maladroit. Mais en tout cas, on s'est entendu et on a pu créer une dynamique qui était très chouette et qui déjà m'a fait sentir que j'étais un adulte et puis que j'étais un adulte pas si débile que ça, quoi. Enfin, je pouvais apporter des choses parce que du coup, ma belle-sœur était là, c'est trop cool. Mon frère était aussi vachement content. Enfin, on a tous été contents d'une organisation. On a passé des très beaux moments. Moi je me suis vraiment j'ai senti toute l'importance de la fratrie pour moi et toute sa beauté. Puis mes parents sont arrivés et là ce fut le clash. Ce fut un clash tout à fait normal. En fait on avait une façon de faire qui n'était pas la façon habituelle et on a voulu dire venez, on fait pas comme d'habitude. Et je pense que ça a été difficile parce que c'est normal, tu vois, du coup les gens qui étaient en situation de pouvoir, le pouvoir leur était enlevé, ils voyaient pas forcément directement les bénéfices. Moi, je pense que mes parents, t'as passé ta vie à éduquer des petites gens, tu leur dis je t'aime en les nourrissant, en prenant soin d'une certaine façon, et ils te disent ouais, non en fait, et pousse-toi, et je vais te faire des steaks hachés épinards. Et je pense que ça a été difficile et que moi, et du coup, déjà, donc il y a eu du conflit, mais on est quand même parvenu à quelque chose. Puis ma sœur nous a rejoints, elle habitait à l'étranger à ce moment-là, et en fait, je me suis revu en fratrie. J'ai vu les systèmes. Et pour la première fois, je me suis et mon frère s'est décalé de l'habitude. Mon frère qui a changé et en fait et moi aussi, blablabla. Et en fait avec mon frère, on a eu des discussions qu'on n'avait jamais eues avant. On s'est beaucoup rapprochés et on a eu des conversations dont j'avais besoin. J'ai entendu ses émotions. Du coup, j'ai eu un peu plus de place pour les miennes. J'ai découvert que je me racontais des choses à son propos qui étaient fausses. Et on a eu l'opportunité, notamment, on a couru. Moi, j'ai couru tous les jours. Et j'ai eu beaucoup de chance, du coup, de cette maison et de la campagne aux alentours. Et on a couru ensemble, en fait. Et à ce moment-là, on a parlé très intimement. Et ça, je sais que je suis très reconnaissant parce que j'ai vraiment subi ça, mais de la belle façon. Enfin, en fait, je sais pas pourquoi mon frère s'est mis à être différent et moi c'était génial pour moi, mais jamais je n'aurais osé. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment beaucoup lui moi jamais j'aurais osé, tu vois, aller à sa rencontre intimement, j'avais peur et lui a fait un pas et moi j'ai fait aussi des pas grâce à son premier pas. Et je me souviens d'un moment où je cours et en fait ça marche beaucoup comme ça avec moi et j'étais là, c'est terminé Guillaume. Je me souviens l'endroit où j'étais. Et il y avait eu un alignement dans mon corps. C'est souvent mon corps qui me dit les trucs. D'où en ce moment le fait que mon mal de dos... D'ailleurs, c'est mon corps qui a choisi mon thérapeute. Ça fait un peu gourou et tout, mais ça m'amuse de le dire comme ça. En gros, j'ai fait une première session. Mon mental était là, on se casse, c'est nul à chier, j'ai pas du tout envie d'être là. Et parce que le thérapeute me dit, est-ce qu'on continue ? Ma tête a dit, ah non, c'est mort. Et mon corps, à ce moment-là, j'avais mal au dos et j'ai ressenti dans mon corps une étincelle chaude,
Et en gros, il était là, non, ouais, tu y reviens. Et du coup, je suis revenu et je continue. Et donc, ouais, là, je courais et j'avais une discussion avec une amie, fille de psychanalyste, mais une amie qui habite en Israël, que j'embrasse, que je trouve vraiment géniale. Et je sais que nos échanges ont été très puissants, que je l'ai choisie aussi comme aidante de ce processus. Et donc, au fur et à mesure du confinement, de ce silence qui s'opérait, et de nos discussions, on en a eu une ou deux, mais elles étaient puissantes. Et à un moment donné, et j'ai senti, tu vois, ce soleil, cet oxygène de me dire, la suite va se faire autrement et ailleurs. Et tu sais, un peu ce délice de j'ai peur. Waouh. Et ah non, en fait, je vais pas le faire, c'est mort. Quelle bête d'idée. Tu vois, je fais des allers-retours. Donc ça a été clé. Et après, pendant le confinement, j'ai décidé que j'allais ranger et nettoyer le grenier. Vraiment le grenier familial avec les trésors de notre famille qui a beaucoup voyagé, mais aussi d'une famille explosée par le deuil, par la mort, et par des événements tragiques. Et en fait, moi, je dormais au grenier. J'adorais ça et tout. Je trouve ça trop bien. J'adore cette chambre. Et donc, je dormais au grenier. Donc, t'as une chambre chouette, propre et tout. Et puis, pour aller dans les pièces communes, tu dois passer par un grenier où vraiment c'était sale, poussiéreux, dégoûtant, et pas bien entretenu. Enfin, on est quand même une famille de maniaques, mais, enfin, tu vois, et je sais parce que on avait mis des morceaux de moquette, des trucs qui tombent quand t'essaies de mettre quand tu mets une moquette, pour que je puisse marcher, pour pas que je dégueulasse toute la maison. C'était bien que c'était sale, tu vois. Et après, hop, tu descends l'escalier et tu rejoins la maison familiale. Donc moi, j'avais mon nid comme ça, où du coup, j'étais pas totalement un habitant de la maison, je sentais ça. Et puis un jour, j'ai dit, moi, je vais nettoyer. Et j'ai découvert l'inertie familiale. C'était intéressant, je disais, je touche à rien, mais je déplace les choses, j'enlève les amas de poussière, puis il y a des morceaux de bois, et en vrai, je vais les jeter. Et là, j'ai senti que je m'attelais à une histoire familiale, à un passé familial, et que j'ouvrais des malles et tout, et que papa était déconnecté. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. En fait, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris je m'invente cette histoire-là. Mais en tout cas, j'ai senti que, non, on n'allait pas ouvrir les malles ensemble, que eux l'avaient déjà fait, ce travail sur le passé, ou qu'en tout cas, il n'y avait pas le lien là, ou que c'était pas le sujet, ou que c'était pas leur envie ou la priorité. J'ai quand même dû un peu me battre, et c'est là où j'ai aussi été moins petit dernier, parce que j'étais là, non mais là je te dis, genre, je suis pas en train de te dire, je vais pas transformer le délire. Je dis, là, t'es d'accord que ces morceaux de bois, nous n'en avons pas besoin. Est-ce que t'es ok que je nettoie simplement? Et moi, ça m'a fait un bien de fou. J'ai repris, c'était trop beau. Du coup, les malles sont plus accessibles. J'ai découvert que la charpente était en train d'être grignotée par des petites bêtes. Plutôt cool, non? Du coup, j'ai pu transmettre l'information et c'est mon père qui s'en est chargé. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'image de la puissance de la psychanalyse, tu vois. On n'a pas envie d'aller dans la poussière et les bouts de bois qui mettent des échardes. C'est compliqué parce qu'en fait, à partir du moment où tu vides un grenier et que tu passes par la maison, l'endroit partagé, en fait, tu mets de la poussière partout. Enfin, je veux dire, parce que tu traînes des choses, même si tu fais très attention, tu amènes beaucoup de ce sale dans la maison. Et donc ça fait peur aux gens, ça saoule parce que t'es sur le passage, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est vraiment cette image-là, elle est très puissante. Et je suis allé au bout du projet, j'étais déterminé. Faut dire aussi que j'étais un peu perdu professionnellement et je me faisais chier. Mais j'étais déterminé, quoi. J'étais déterminé, j'étais heureux et j'étais là, on va avoir un trop beau grenier. Et puis, j'aurais mis ma patte pour aider. Et trop cool, quand je partirai, vous aurez un trop beau grenier, quoi. Et j'ai dû un chouïa me battre, ouais, j'ai dû dire, mais on est d'accord que c'est ok, là, ce sommet, il sert à rien. Et j'avais pas trop de réponses aisées. Mais ça m'a beaucoup aidé. Et là, et j'ai senti que la psychanalyse aussi partait via ça, qu'il y a quelque chose qui se soldait.
Et je me suis mis dans une colère exceptionnelle. Et je me suis mis... J'ai eu des conflits avec mes parents dont j'avais besoin. Où en fait, je me sentais en sécurité. Parce qu'en fait, ils pouvaient pas s'échapper. Je pouvais pas les perdre et je pouvais pas mourir. Mais je pouvais aller appuyer à des endroits où je n'avais jamais osé avant, aussi parce que les grandes souffrances de notre famille n'étaient plus présentes à ce moment-là, vivantes à ce moment-là. Donc je me sentais aussi, moi je me suis toujours reculé parce qu'il y avait des souffrances plus grandes que les miennes, et donc il fallait que je me mette en retrait, que je gère moi-même et que je sois un peu cet être parfait qui ne déborde pas. Je m'imposais ça. Ils m'ont jamais rien demandé, la famille m'a jamais rien demandé. Hein. Et là, j'ai osé déborder. Et notamment, il y a eu vraiment des moments où face à des injustices, face à des incompréhensions, face à des souffrances, je me suis mis dans une colère très destructrice. Genre, je construis rien à partir de la colère. Mais dont j'avais besoin, en fait. J'avais besoin d'aller à cet endroit-là. Et avec mon frère, on a essayé d'avoir des conversations avec mes parents d'adulte à adulte. Et là, grâce à mon frère, j'ai entendu, parce que moi, je vais pas mal chercher les gens. Et en fait, ils ont pas envie de me parler, mais c'est pas parce qu'ils m'aiment pas et tout, mais juste genre, ils ont pas accès à cet intime. Je chante pas une chanson qu'ils entendent, ils chantent pas une chanson que j'entends. Ça ne fonctionne pas, Guillaume. Et le fait de provoquer des conversations, mais au travers de la personnalité très différente de mon frère, de voir qu'il s'y prenait différemment, et de voir que ça donnait un résultat similaire, je me suis senti validé. Je me suis pas dit, ah ouais, c'est moi qui me prends mal et tout. Et j'étais là, ah ouais, non mais en fait, on est tous des enfants, on a tous mal. On essaye tous de faire au mieux. Et en fait, ça m'a vraiment aidé à réhumaniser tout le monde. Et de sortir de ce petit dernier, bah ouais, tu grandis avec des gens plus grands qui conduisent des voitures, qui ont des billets. Enfin, je veux dire, c'est des adultes, ils font des trucs que tu sais pas faire, donc tu leur donnes un crédit. Et en fait, quand toi-même tu deviens un conducteur et avec des billets, bah en fait, tu te rends compte que il faut les réhumaniser, donc ils font de la merde, machin, ils galèrent. Et donc, il y a un deuil à faire sur ce fantasme de fratrie, sur ce fantasme de communication. Et je pense que de pouvoir revivre des communications plutôt qui ont pas produit, ça a pas marché, quoi. On n'a pas réussi à s'entendre en tant que fratrie, à chanter la même musique. Peut-être donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis à la fin de la thérapie, à la fin du confinement, mon frère a dit et si on faisait, alors je crois que c'est mon frère, je lui donne pas mal de crédit. Je m'en donne aussi parce que du coup j'ai été, mais je me souviens vraiment que moi j'en aurais pas rêvé, j'aurais pas osé. Et il a dit viens on fait une thérapie de fratrie. Et j'ai dit, bah, grave. Et enfin, c'est très longue réponse. Et enfin, l'amour de ma vie, je suis allé le rechercher. Grâce au confinement. Et je me suis senti, ça a aussi beaucoup participé. Je me suis senti, je me suis senti, libre, solide, et puis et donc du coup juin, je reviens du confinement, je reviens à Paris, on fait des séances, et là la suite de l'histoire qu'on a dans l'épisode 1 de mon podcast en tout cas reprend. En gros, je lui en parle directement en lui disant moi je veux pas faire les choses hâtivement. Je suis pas un enfant, et donc c'est l'adulte, et du coup bah moi je veux prendre soin des choses, donc je pars pas en courant, donc il y aura dites-moi ce que vous en pensez, quel est le cas de cette fin, et là tout ce process là a confirmé que, mais je pense que de toute façon j'aurais cherché, il pouvait rien faire, parce que j'ai pas trouvé que le process de fin était top, et je pense que j'avais besoin de le trouver pas top pour en fait passer à autre chose. Moi, au bout d'un moment, le silence, en fait, j'ai envie de construire des choses, et j'ai envie d'avoir des questions. Et en fait, dans mes notes de ce matin, dans mes notes de Milan, et que j'ai relu, enfin, je les ai pas toutes lues ce matin, hein, mais j'ai scanné et j'ai fait confiance au hasard. Il s'est mis quand même à me poser un peu plus de questions. Donc, en fait, il a entendu ma demande
crédit que je ne lui ai jamais donné et que je ne lui donne que maintenant. Et notamment, il m'a laissé un jour avec... il m'a demandé « Qui essayez-vous de sauver ?» Excellente question. Et sauf que moi, j'avais plus envie dans cet espace de jouer avec ces excellentes questions, en fait. Non, c'est autre chose et autrement que j'avais envie que ça se fasse. Mais je reconnais que pour aider à la rupture, du coup, j'étais là, ouais, il est trop ceci, il est trop cela. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que mon épisode 1 est un peu... ça garde quand même beaucoup le « il aurait dû »,« ça devrait », ça garde encore beaucoup ce regard enfantin, déshumanisant, d'une forme de perfection, mais non, mais en fait... Non. Et donc, la façon dont il l'a conduite, aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, ouais, super, bah c'était ça qu'il avait à proposer. Et je veux préciser que moi, j'ai vraiment une force qui est... J'arrive à mettre en mots des choses qui me semblent évidentes. En revanche, j'ai beaucoup plus de mal à les vivre. Donc, je fais des allers-retours. Donc, il y a moyen que demain, à un micro, je dise « Ouais, j'ai trouvé qu'il s'était mal pris. » Je suis capable... Parce qu'en fait, ces vérités continuent à vivre en moi. Et c'est la même chose avec l'humanisation de mes parents, de ma fratrie, de qu'est-ce que je peux attendre d'une fratrie, quelle est ma place dans la fratrie. En effet, tu vois, moi, mon rôle que je m'étais donné, c'est sauveur, que j'ai renommé contrôleur. Parce qu'en fait, c'est gros mytho, Guillaume. Hein. Genre, moi, les gens qui font, ouais, j'ai un syndrome du sauveur et tout, je trouve que c'est très joli. Non, c'est joli. Mais non, c'est pas joli du tout. Et donc, ok, c'est quoi la place? En fait, ouais, moi, j'essayais de contrôler, quoi. Je contrôlais pour pas avoir la tristesse des gens et pour pas qu'ils l'aient. Et d'ailleurs, j'avais une recette. Donc, j'étais contrôleur donneur de leçons. Je suis contrôleur donneur de leçons. Je suis là, non, mais je sais comment tu devrais faire. Je veux que tout le monde fasse une psychanalyse, qu'on soit bien clair. Et pour moi, c'est une évidence. Et j'accueille pas du tout l'autre, quoi. J'ai pas envie d'accueillir l'autre. Ma fratrie, j'ai pas envie d'accueillir l'autre. Ils me font peur. Je les aime, donc du coup, j'ai trop peur qu'ils aient mal. Et du coup, quand j'accueille l'autre dans toute sa complexité. Et je suis là, genre, oh, mais je vais jamais arriver à les aider. Mais je suis tellement impuissant. Et c'est terrible pour moi qui ai grandi dans cet espoir de pouvoir sauver les gens. Et je pense que c'est pour ça que je suis devenu coach. Et je pense que je suis un bon coach quand je glisse pas dans le sauvetage. Et je pense que je suis un bon coach parce que je suis très au courant que je veux sauver les gens. Et que, non seulement, donc c'est tenter de les contrôler, alors non seulement ça marche pas, mais ça fait l'effet inverse. Hein. Je déaide les gens. Donc je trouve que mon analyste m'a laissé partir très libre et j'avais besoin de ça. J'ai créé la rupture dont j'avais besoin et qui était très responsabilisante en fait. Et ce que j'apprécie beaucoup, que je trouvais que c'était un peu piscine froide. Mais en fait, la vie est quand même une piscine froide dans laquelle on n'a pas le choix que de se plonger. Et quand on fait genre, non, mais je mets d'abord le doigt de pied et tout, la vie nous pousse par un accident, par une rencontre, Et c'est pas que ça, hein, la vie c'est aussi un magnifique lac de montagnes délicieux. Mais ouais, ça m'a beaucoup responsabilisé. Et au final, la suite dit beaucoup de ce dont j'avais besoin. Tu vois, là, j'ai dit dans notre échange... qui est plutôt un très long monologue. J'espère que t'as senti que t'avais ta place et que tu peux m'interrompre quand tu veux. Mais tu vois, j'ai dit trouver ma voix avec un E et j'ai rajouté avec un X parce que en fait, et du coup, cette colère mal placée du confinement m'a fait entendre que la colère pour moi, c'est quand je sais pas gérer la tristesse. Je me mets à gueuler en fait. C'est très très rare. J'interdis la colère. C'est interdit dans ma famille d'ailleurs, je crois. Enfin, dans les interdits un peu. Mais elle me vient énormément, la colère, quand en fait je sais pas être triste. Et là, le moment où j'ai hurlé, j'étais tellement triste. J'étais tellement débordé par la tristesse. De voir la souffrance, de vivre avec pendant plusieurs mois, de voir qu'elle avait pas changé forcément, de voir que j'arrivais pas à aider cette souffrance. Et
Et du coup, tu as trouvé ma voix avec un X, et donc trouvé ma façon de dire la souffrance, de dire la tristesse, sans essayer de contrôler l'autre, en fait. Juste être moi, et de dire je suis très triste là. Je n'y arrive pas très bien. Donc je suis en apprentissage. Et ma voix avec un E, parce que j'adore faire, j'adore les projets, j'adore cette spontanéité de je vais devenir céramiste, je vais faire un podcast, je vais être un coach, et je vais être quel coach? Comment? Si tu sauves pas les gens, comment tu les aides alors? Et si tu n'es pas psychanalyste, comment veux-tu contribuer? C'est génial. Cette liberté, cette créativité. Et en fait, ma voix avec un E, c'est... Moi, je me bats beaucoup avec la hâte. Donc la performance, j'en ai pas mal parlé. La hâte, il faut que ça aille plus vite. Est une petite pensée limitante qui est tout le temps là. Il faut que ça soit parfait. Elle est très présente, tu vois. Là, on est chez moi, on utilise mes micros. Hier, j'ai eu un bug de micro. Et en fait, tu vois, j'ai une partie de mon cœur qui bat en me disant, mais là, si tu vois, Joe est venu, et donc je sais pas quand est-ce que tu reviendras à Paris et tout, et donc j'ai tout ça qui, tu vois, et aussi, est-ce que le son sera assez bien, est-ce que donc je garde encore pas mal sur la voix avec un E, la question de vite, la question du parfait, alors qu'en fait, le parfait c'est comme le sauveur, hein, c'est un terme. La perfection est vraiment un terme, en fait, j'ai pas encore trouvé son pendant réel, mais ça détruit tout, je suis à côté de la plaque, je suis pas... Et en fait, ma voix avec un X, c'est le podcast. C'est qu'au final, moi, un peu comme je disais, je suis prêt à pleurer dans la vraie vie. J'essaye en tout cas. Pour moi, le micro et le podcast, c'est un divan de la vraie vie, et donc j'ai l'impression d'être un passeur, j'ai l'impression d'être un véhicule, d'être un catalyseur, parce que je propose aux gens un espace, et je me propose à moi aussi un espace qui n'est pas intime comme le divan, mais qui l'est tout de même, qui n'est pas protégé par la confidentialité du divan, mais qui est quand même plus protégé qu'une vidéo ou un... Et du coup, qu'est-ce qu'on veut dire publiquement de ça? Et tu vois, moi, je termine cet épisode avec toi, très reconnaissant, parce qu'en fait, j'ai pu remettre des mots sur cette histoire, et en fait, je me sens rempli d'amour pour ma mère, pour mon père, pour mon frère, pour ma sœur, pour mes petits neveux et nièces, mais ça, eux, ils ont jamais, je les ai jamais enfermés dans des histoires. En tout cas, pas pour le moment, je les connais pas. Et en fait, je me sens plein d'amour, en fait, pour moi aussi. De me dire, ah ouais, c'est compliqué, petit chat, c'est super compliqué. C'est compliqué, on essaye tous de faire au mieux. Et du coup, je vois tout ce que j'ai subi comme des agressions, enfin, avec eux, tu vois, les mésententes et tout, et je me dis, ah ouais, en fait, si je regarde ça autrement, je vois plein d'autres choses, en fait. Et je suis tellement plus puissant quand je sors des gens de leur exigence. Ouais, mon analyste, il doit être comme ça. Enfin, c'est en tout cas le jeu de la psychanalyse, et tant mieux, mais... Et ça a été important pour moi d'exiger de lui qu'il soit une autorité, parce qu'en fait, pour moi, le divan, ça a été aussi un endroit où je me suis permis de dire face à quelqu'un que je remettais dans le pot de l'autorité, de la parentalité, tu vois. Et donc, j'ai pu comme ça aussi déconstruire plein de choses. Mais en fait, on est tous des petits humains. Tous ces gens-là sont puissants. Moi, je suis puissant. Tous ces gens-là sont faibles. Moi, je suis faible. Et aimons-nous, quoi. Non, mais tu vois, et du coup, ça me donne trop d'énergie pour me dire, dans les mauvais jours, je veux avoir raison. Je veux avoir réparation. Le petit enfant en moi. Et dans les bons jours, comme aujourd'hui, apparemment, je me dis, comment je peux les aimer et m'aimer au mieux, parce qu'en vrai, c'est génial. On va tous crever. Eux, ils vont mourir. Et ça veut dire quoi, pas avoir de regrets, du coup? Quel moment j'ai envie de créer avec eux, sachant qu'on a tous nos limitations, qu'apparemment on chante pas la même chanson. Et du coup, genre, je suis pas du tout conceptuel. Là, en ce moment, mes parents ont un projet immobilier. Et en fait, j'ai déjeuné avec mon papa chéri. Honnêtement, le début du déjeuner, c'était la cata. Genre, je me suis remis en posture d'enfant. Il a dit un truc qui m'a pas plu. On s'est engueulé.
Genre, j'étais là, mais et je me voyais faire et j'étais là, mais non, Guillaume, plutôt pas par là. Et j'y allais. Enfin, bon, on a réussi à sortir de ça et on a fait une visite d'un truc immobilier. Et là, on chantait la même chanson. Genre, moi, j'étais trop content d'être là. Lui, je crois aussi. Et du coup, je veux être très concret sur... En fait, il y a plein de petites choses, de moments partagés. Bah non, on va pas faire un podcast ensemble, on va pas parler pendant des heures, j'aurai pas accès mais j'ai accès à plein de choses si j'arrête d'exiger que les gens ne soient pas des humains et soient des robots qui, en plus, réagissent comme moi j'ai envie qu'ils réagissent. Merci Guillaume. Je pense que tu nous as partagé un vrai témoignage sans forcément à chaque moment dire ce que t'as pu en sortir de cette analyse. On le sent dans ton discours. En fait, ce qui s'est passé quand même dans cette démarche, je trouve la façon dont tu racontes cette fin d'analyse, mais en fait, tu racontes ce confinement avec tes parents, avec ta famille, à quel point aussi ils ont pu reprendre une place différente auprès de toi, et du coup, tu as donné une place aussi différente à cette analyste qui, en plus, visiblement, avait une figure quand même d'autorité paternelle, enfin, en tout cas, un savoir, etc. Je trouve ça très symbolique et presque une scène de film. Ce côté, justement, où tu nettoies le grenier, donc tu nettoies bien toutes les malles, et puis voilà, tu dis, au moins, là, c'est la fin de l'analyse. T'as vraiment tout nettoyé, tout sorti, t'as parlé avec ton frère, etc. Et ça, je trouve ça ultra intéressant, que tu parles de la fin de ton analyse en parlant, en fait, de ces moments familiaux. Et ça a du sens, en tout cas, et j'imagine que ceux et celles qui vont nous écouter vont pouvoir entendre ce sens-là aussi. Donc voilà, je veux vraiment te remercier pour ce moment où tu partages de façon intime et généreuse ce que tu as vécu. Avec plaisir. Moi, je sens que je suis à mon juste endroit et ça me rend très heureux. Et j'ai envie de rajouter deux choses. J'ai envie de rajouter d'abord que la quête continue pour moi, continue ailleurs, par ce podcast notamment, par ces podcasts que je fais. Et j'aimerais le dire, en fait, je crois que à ma question, la dernière séance de psychanalyse, la réponse est oui et non. C'est-à-dire, il y a des dernières. Déjà, il y a la dernière. Genre celle que tu viens de faire ou que tu as fait la plus récente. Est-ce qu'elle sanctionne une fin FIN ou pas? Mais il y a aussi jamais de dernière, c'est-à-dire il y a toujours un travail en cours que je continue. J'ai envie de visibiliser que dans la recherche de cette voie avec un X et un E, il y a la question de l'ego. Parce qu'au final, ce besoin et cette envie, tu parlais de film, et je sens qu'il y a une part de moi, vraiment je continue à naviguer ce besoin de reconnaissance. Et j'essaye de l'accueillir, de dire, moi, je sais que les romanciers, les romancières, les scénaristes, tous celles et ceux les artistes, celles et ceux qui m'offrent des expériences artistiques, notamment, où, je les remercie. Et s'ils me disaient, ah non, mais, c'est un peu égotique, je devrais pas le faire, je leur dirais, mais non, mais fais-le parce que ça me nourrit. Et puis, donc, j'ai à la fois envie, moi, d'assumer qui je suis, et j'aime beaucoup ce que je découvre, parce que dans mon podcast de coaching, je raconte mes propres blocages. En fait, je suis vraiment inspiré à l'idée de mettre en lumière que je suis coach, mais j'ai plein de blocages. J'accompagne les gens sur le blocage, mais j'en ai aussi. Et ce qui me rend intéressant et généreux, c'est parce que j'utilise les outils que je propose sur moi, et ce, de façon vulnérable et transparente. Parce qu'en fait, la vulnérabilité et l'authenticité, c'est bien. Genre, je suis pas un robot. Et donc, cette humanisation que j'essaie de faire profiter aux autres, j'essaie de m'en faire profiter. Alors, il y a des allers-retours, je me fous la pression de ouf. Enfin, vraiment, c'est très gris mais quand même, il y a et je découvre aussi les limites. Donc, je veux absolument que les audiences augmentent, et je suis là à me forcer à faire de la promotion, et je me perds. Et je sens que j'essaie de nourrir un ego de je veux être reconnu, mais d'une façon où du coup en fait je fais pas bien la communication, ça ne m'intéresse pas du tout, en tout cas certaines communications auxquelles je pense. Donc je découvre un peu la vanité
qui m'habite aussi, tu vois, où en gros je suis là à regarder des chiffres et à me dire ok, ça me donne une valeur ou pas, et d'ailleurs plus je suis dans la vanité. Donc ce que je veux dire, c'est que le partage de l'intime, je découvre que c'est à double tranchant, je découvre qu'il y a une complexité et un juste milieu à trouver, et que j'ai beaucoup de joie à chercher cet équilibre, tu vois, entre télé-réalité où en fait tu montres tout et n'importe comment et tu veux juste du clic et machin. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que j'ai un garde-fou intégré. Parce que moi, je peux te dire qu'à partir du moment où je fais un truc qui est rationnellement et commercialement intéressant, mais qui n'est pas moi, alors toute la machine s'éteint. Enfin, en 2 jours, elle s'éteint. Et donc, je peux pas trop aller au mauvais endroit, donc ça met beaucoup en joie. Et tu vois, dans la suite de la psychanalyse, mon podcast sur la sexualité des hommes queer, des hommes homosexuels, bisexuels ou trans, ou autres, c'est vraiment de cette parole de sexualité intime avec une couche de honte et de culpabilité. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une parole intime, alors avec des couches d'émotions, peut-être il y a encore de la culpabilité, de la honte certainement, mais comme un projet public et politique. Alors pas politique en mode, politique dans le sens. Donc ce podcast-là, c'est des témoignages d'hommes qui racontent leur chemin de sexualité. Et comment on fait en fait pour devenir sexuellement épanoui dans une société qui n'a pas créé des codes, des films, des histoires et un espace qui t'accueille. Tu vois, c'est, même si ça change, non, en fait, la sexualité, toute sexualité confondue est assez interdite dans l'espace public. Quand elle n'est pas interdite, elle est soudainement ultra pornographique et très imposée. Et donc, le monde a du mal avec la sexualité, mais encore plus avec les sexualités qui sont pas forcément normales dans la norme. Et je sens que tout un chemin extrêmement intime se fait au travers du témoignage de l'autre, de l'accueil de « tiens, et toi, ça marche comment pour toi ?» Et je sais que du coup, je me nourris énormément des autres, avec les autres en fait, en étant à égal, en disant mais, et c'est ça en fait ma joie ce podcast de psychanalyse, c'est et toi du coup ça, mais c'est pas du tout un et toi, c'est vraiment un et toi joyeux de moi plein de trucs et tout, mais j'ai envie de sortir de moi et de mes verres d'eau et de mes marasmes et toi. Et du coup, tu vois, le chemin continue comme ça. Et la céramique et tout ça, excuse-moi. Pourquoi je précise ça? Parce qu'en fait, c'est que des activités que j'ai commencé vraiment à la fin de ma psychanalyse, en fait, où j'ai vraiment déclenché. Et c'est très lié, en fait. Je me suis autorisé à être coach, céramiste, podcasteur, qui est un peu anormal, et puis où j'avais des doutes sur mon modèle économique, etc., comment j'allais subvenir à mes besoins. Et voilà, quoi. Et je suis très heureux de ça. Promis, j'en rajoute pas. Eh ben merci Guillaume, et à très bientôt du coup. J'adorais, je te remercie, c'était vraiment un plaisir, et je veux le dire au micro, et quand on coupera, je te le redirai aussi dans notre intime à nous. J'adorais te faire une invitation, et si tu ne coupes pas ce passage-là, j'aimerais que les gens t'envoient des emails, si jamais ils ont envie que moi je vienne à toi et que je te pose des questions sur ton propre chemin à toi. C'est une invitation que tu pourras totalement refuser, on est très différents et il n'y a pas du tout de pression. Enfin, en fait, si tu coupais ce passage-là, je serais très heureux parce qu'en fait, tu fais ton chemin et que ça inclut pas forcément de te raconter toi. Et c'est vraiment cool et vraiment, je le pense. Mais si jamais ça te titille, si jamais nos chemins se sont croisés aussi parce qu'il y a quelque chose en moi sur lequel tu aimerais rebondir, j'adorerais que tu me rebondisses dessus. C'est entendu. À bientôt. Merci.